All-Aim Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All-Aim Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Alright! Bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors cette semaine, j'ai un invité qui est tout particulier pour vous. Je vais commencer par vous faire mes présentations individuelles parce que dites-vous une chose, que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous êtes un homme et que vos hormones sont tellement débalancées que vous avez plus de glandes mammaires que vos féminins congénères. Right? OK, alors aujourd'hui, ce qu'on va démystifier, on parle du cancer du sein avec une professionnelle dans le domaine qui est mademoiselle Audrey Lemasson. Elle étudie en ce moment au doctorat à l'Université Laval en médecine moléculaire, d'où son surnom affectueux de molécule, et voilà. Donc, je vous dirai à partir de là, du moins, il y a une chose qui est sûre, je vous parle toujours un peu des highlights qu'on a. Donc, on a toujours le fameux training à 8,99 par mois. N'hésitez pas, s'il vous plaît, go ahead, just do it. C'est vraiment un très bel investissement. À toutes les 4 semaines, vous recevez un petit training, des fois, pour vous donner un kick. Sérieux, c'est vraiment une formalité. Annette, ça représente combien? C'est quoi? C'est 40 cents par jour, c'est ce qu'on a dit? Environ? C'est 2,30 par semaine? Bon, quelque chose comme ça. Alors, vous voyez, c'est complètement ridicule. On commence à monter vraiment, là, pour ce prix-là, ça vaut la peine. Ben, c'est pas personnalisé, c'est pas ciblé, mais bon, quand même, dans l'ensemble, c'est très, très bien. Donc, je vous dirais, n'ayez crainte, vous mangez une rince automatiquement à 8,99 par mois. C'est rare qu'on peut dire ça. Même les filles du quartier Saint-Roch ne vous donnent pas ça. Bon, parfait, c'est bon, OK, alors je l'ai dit, et voilà, je l'ai dit. Excusez. Bon, OK, la conférence. Alors, la conférence qui s'en vient directement en Europe, le 9 et le 10 de décembre qui s'en vient, 2017, là, je donne la précision. C'est quelle année, coach? C'est 2017, c'est cette année, là. C'est dans 6-8 semaines, là, je vais rejoindre Alex Maréchaux dans toute sa joie, avec M. Richard Ligier, là, qui est à peu près épais comme 4 frigidaires. Et non, mais tu sais, un gars qui bench 800, ça commence à être du solide, on s'entend. J'ai très hâte de le rencontrer, ce gars-là. Moi, j'aime bien ça, hein, tu sais, vraiment, je suis persuadé qu'on a plein de choses à apprendre de ce gars-là. Sachez une chose, ça va se passer directement le 9 et le 10, comme je vous ai dit, à Génome 4. Bon, moi, ici, aujourd'hui, j'ai aucune idée c'est quoi, mais je vous dis ce qu'on m'a donné comme information. OK, c'est la salle de musculation située dans le pays de Montbéliard. Hein, vous avez des noms toujours très originaux, hein? Yes, c'est parce qu'Audrey, tu es originaire de Paris? Yes. Ouais, voilà. Bon, alors, elle est habituée. Pour elle, ça sonne très bien. Pour moi, comme Québécois... Je suis parisienne, Ouais, c'est ça. Moi, ça sonne obscur. Vous voyez, ouais, c'est bon, c'est bon. Donc, l'adresse directement pour la conférence, c'est le 63 bis rue Brognard, 25 600 Vieux-Charmont. Bon, alors, vous avez le site Internet même du club qui est le www.genome.4, GENOME4.fr. OK, donc à partir de là, si vous avez des questions, des interrogations, on a mis aussi, quand le show commence, vous avez toutes les coordonnées de Alex Maréchaux. Allez vous informer, allez vous demander. J'ai des gens qui ont écrit pour dire, écoute, moi j'aimerais ça aller rencontrer coach. Écoute, j'irai peut-être pas 2 jours, mais 1 journée, etc. Bon, qu'est-ce que ça implique comme frais, comme coût? Parce que vous avez des repas d'inclus, vous avez l'hôtel, vous les prenez pas. Le 9 et le 10, je vais être là avec vous autres, je vais donner beaucoup d'informations. Je vais être présent sur place, donc je connais un peu la nature humaine. Donc, ce que je ferai, je vais m'entraîner le matin pour être sûr qu'après ça, je vous donne un bout de journée parce que c'est sûr qu'après, ça va être le délire, là. Tout le monde a une question à poser. Donc, de toute manière, calmez. Je vais être là comme un seul homme, je m'occuperai de vous. Je ne me taperai pas 6000 bornes pour aller rien faire quand même, hein, avec le jet lag, ça va être assez. Hein. Bon, alors on y va comme ça. La promotion en ce moment qui est en vigueur, parce qu'on est live directement du 3055 Boulevard Amel, local 114, le All-Aim Gym, la seule place à Québec où vous êtes capable de vous entraîner pour de vrai, véritablement, avec des gens qui ont passion de vous entraîner, de vous aider, de vous escorter dans votre processus. Un lieu qui est très motivant, un endroit où est-ce que vous n'avez pas 50 millions de personnes qui s'entraînent en même temps, vous n'attendez pas 30 minutes pour une machine à cardio et vous n'arrivez pas à l'heure du souper puis il n'y a pas un poids disponible et c'est beau, c'est propre, ça sent bon, on n'a pas les minous de poussière gros comme ça
qui roule en dessous des racks à dumbbell. Je suis déjà allé dans un club où je me à un moment donné, je pensais qu'il y avait un chat, mais non, c'était pas ça. Non, vraiment pas. Bon, alors c'était vraiment un truc de poussière, là. Yes. Bonjour, bonjour. C'est bon, je vais t'appeler dans un instant. Écoute, faut que je fasse ma job, j'ai pas le choix. Hein? Oh, ça, on est live direct, puis il y a des clients qui arrivent dans le gym et c'est merveilleux. Bon, parfait. OK, suite à ça, donc du moins, oui, la promotion en vigueur de ce temps-ci, c'est vous parrainer quelqu'un. Donc, exemple, Claudius Malucinus, monsieur le régisseur. Monsieur le régisseur, toujours bien habillé. Oui, c'est bien apprécié. Oui, hein? Hein? Oui, c'est l'hiver, oui, je comprends, mais les shorts, c'est pas à propos. Hein? Non, mais c'est parce qu'ils sont à fleurs, là. C'est l'été fini. Hein? Oui, bon. T'as un manque de goût, mais bon, on s'apprécie quand même. C'est pas grave. Bon, ça arrive, c'est bon. On va le prendre comme il est. Hein? Il est fait comme ça. Merci beaucoup, Annette, pour l'ensemble des recherches, du moins pour les questions à poser à Audrey. Ça a été très bien. L'équipe du show du Pro est avec nous autres, comme d'habitude. On est toujours très contents de vous recevoir. Donc, je vous dirais que tous les membres du Gym Olympe, vous me référez quelqu'un, je vous donne 1 mois. Vous m'en référez 10, je vous donne 10 mois. Vous êtes de l'extérieur du gym, vous n'avez aucun rapport ici, vous n'êtes pas ici, mais vous trouvez que le gym torche au poste, puis vous dites, moi, je vais te recommander quelqu'un. J'ai quelqu'un qui s'en vient ici, qui me dit, hey, moi, c'est telle personne qui m'a dit, exemple, que je peux venir m'entraîner chez vous. Parfait. La personne qui a référé, je vous donne 1 mois chez nous. Venez vous entraîner chez nous, venez essayer, venez voir de quoi ça a l'air. Tu sais, le gym est vraiment pour tous les types de personnes. J'ai des gars de 50 ans, des femmes de 65 ans, des jeunes de 15 à 17 ans. Il y en a pour tous les goûts. Ça nous fait plaisir de vous accueillir au 3055 Boulevard Amel, local 114. Le Gym Olympe, le gym semi-privé, le seul et unique à Québec où est-ce qu'on fait du vrai training pour du vrai monde qui donne des vrais résultats. Et non pas comme machin, notre petit truc, on entraîne des résultats. Là, ouais, ça, on entraîne un sac au gym avec un paiement. Hein, c'est ça, parfait, puis ça s'arrête là. J'ai-tu le droit de dire ça? Ouais, je suis limite, hein? Bon, je suis limite. C'est bon, parfait, OK. Alors, du moins, sans plus tarder, je suis avec Molécule aujourd'hui et j'ai certaines questions à lui poser. Mesdemoiselles, aujourd'hui, la capsule est pour vous. On parle du cancer du sein. OK? Donc, alors, je parle pas du gars d'en haut, là, je parle du buste. Là. Bon, voilà, c'est bien important de le dissocier. Là. Non, mais tu sais, c'est parce que là, il disait que Jésus avait le cancer. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, c'est pas ce que j'ai dit. Alors, du moins, on va revenir. C'est bon. Et le pape est vivant. On parle pas de ça non plus. Il n'y a rien d'ecclésiastique là-dedans. OK? Donc, on y va par étapes. Alors, salut Audrey, comment ça va? Ça va bien, merci. OK, parfait. Tu vas me dire, je veux connaître un peu ton parcours. Toi, tu es parti de Paris. Oui. Tu étudiais déjà là-dedans. Exact. OK, parfait. Comment ça fonctionne? Moi, je ne connais pas la scolarité là-bas. Vous autres, comment est-ce que vous fonctionnez? Donc, je suis arrivée à Québec en janvier 2015. Un petit peu plus fort, j'aime ça t'entendre. Je suis arrivée en janvier 2015 à Québec pour faire mon doctorat à l'Université Laval. C'est très fait, ça, là. Yes, voilà. Okay. Avant ça, je travaillais déjà en génétique, parce que c'est ça ma spécialité, c'est la génétique. Donc, je travaille en génétique en tant que bioinformaticienne, parce que c'est ça mon métier. Donc, c'est la biologie pour l'informatique. C'est l'informatique pour la biologie. On a quand même quelqu'un ici là, qui est vraiment dans... OK? Ça, on est capable de se le dire parce que la majeure partie des gens ne sont pas tous pareils, OK? Si vous êtes capable de faire un baccalauréat, vous n'avez rien prouvé. La seule chose que vous avez prouvé, c'est que vous avez 90 de sueur, OK? Puis je vous dirais, c'est quoi, 10 de quotient, OK? Right? Quand vous allez faire, exemple, une maîtrise, vous êtes capable de prouver que vous maîtrisez le sujet, vous voyez, comprenez? OK, mais quand vous faites un doctorat, vous êtes docteur dans votre domaine, on ne se le cachera pas, ça vous prend peut-être un peu plus de neurones que les autres. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé ça a priori intéressant. Et un peu de masochisme. Oh, un peu de masochisme. Elle embarque dans le trip. Faut aimer souffrir, faut aimer souffrir. J'ai très bien fait de l'inviter, j'étais sûr que je travaillais avec ça. En plus, il y a un paquet de gens qui sont en Europe qui nous regardent. Écoutez, j'ai une Parisienne avec moi, je prêche pour votre paroisse quand même. Bon, le Eiffel Tower, tu vois, bon, tout le truc, voilà, mais on est Québécois, on est Quétaine, on n'est jamais allé. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Chacun ses défauts. Voilà, donc du moins, la spécialisation se fait en génétique. Voilà, moi donc j'ai travaillé en génétique principalement, puis je suis venue au Québec et j'ai eu la chance d'intégrer un labo de bioinformatique et mon sujet c'est le cancer du sein, c'est le risque du cancer du sein. Voilà. Risque? Le risque, c'est précis. Okay. Donc en gros, c'est toutes les femmes sont soumises au risque du cancer du sein. Il y a le risque zéro n'existe pas. C'est compris là? Le risque zéro n'existe pas. Maintenant, il y a des facteurs qui vont augmenter ou diminuer ce risque. Et notre objectif, c'est de voir comment, à partir de la génétique, on est capable de prédire au mieux le risque du cancer du sein, puis de savoir quelles sont les femmes qui sont le plus à risque, juste sur la base génétique déjà, de développer un cancer du sein. Donc, tu es en train de me dire que peu importe ce que les femmes peuvent utiliser dans leur vie comme alimentation, comme hormones, comme suppléments, comme produits dopants, comme n'importe quoi d'autre, il y a des gens qui ont des prédispositions génétiques à développer des cancers plus que d'autres. Exactement. Il faut savoir que le risque de base, en tout cas au Canada, c'est 1 femme sur 8. 1 femme sur 8. Le cancer du sein, c'est une maladie qui est commune.
une femme sur 8, au cours de sa vie, va développer le cancer du sein. C'est un fait, c'est comme ça. Et elle est ostracisée par les 7 autres. Non, c'est une blague, c'est bon. OK. C'est énorme. On est d'accord qu'une une femme sur sur 8, 8, c'est quand même. Hein, c'est énorme. Là, okay, c'est énorme. Tous les pays, tous les continents ne sont pas touchés de la même manière par le cancer du sein. Il faut le savoir. Okay. C'est une maladie qu'on trouve principalement, en tout cas à cette fréquence, qu'on trouve principalement dans les pays qu'on dit à revenus élevés. Voilà, on dit pays développés à revenus élevés. Donc on va trouver énormément en Europe du Nord, en Amérique du Nord, on va en avoir en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ce sont des pays où ce qu'on appelle la pénétrance, c'est-à-dire la probabilité d'avoir le cancer du sein est très élevée, contrairement à d'autres continents ou d'autres régions où le cancer du sein est plus rare. La corrélation, elle se fait où? Bien, en fait, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte pour le risque du cancer du sein. Okay. On va dire qu'il y a 3 éléments. Il va y avoir l'environnement, il va y avoir la génétique et il va y avoir le mode de vie. Oh, voilà. Le mode de vie. Le mode de vie, le lifestyle. C'est là qu'on dit les choses. Donc, il va y avoir des choses qui sont complètement hors de notre contrôle. Tout l'aspect génétique est hors de notre contrôle. C'est notre hérédité. Mais la partie lifestyle, ça, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. La partie environnement, ça va être plus compliqué parce que finalement, c'est les choses auxquelles on est exposé du fait de l'endroit où on vit, du fait des aliments qu'on consomme. Mais finalement, c'est plus le choix des aliments qu'on fait, c'est juste qu'on nous donne. Par exemple, si on a des aliments qui sont pollués, par exemple pollués en estrogènes, ce genre de choses, ça fait partie de comme les poissons, là, il y a beaucoup de pollution. Comme le soya? Ouais, je l'ai! Ouais, yes sir! Parfait. Alors, Monsanto, t'arrêtes de nous pitcher ton soya ici, espèce de vanupier, tu te casses, là. Je vais t'en coller une, moi. Ah, vous comprenez, ça fait des années que je dis que le soya, c'est de la merde. Ben, au moins, j'ai quelqu'un pour me le prouver. C'est pas n'importe quoi, le doctorat, là. Bon, quand même. En tout cas, il y a de la pollution exogène, il y a la pollution de l'extérieur qui va aussi influencer cette part-là. Donc, finalement, établir le risque individuel de chaque femme d'avoir le cancer du sein, il faut aussi savoir que des hommes peuvent développer le cancer du sein. Il faut le dire. Okay. C'est très rare. C'est très rare. C'est très rare. Sur l'année qui arrive, là, sur l'année 2007, on estime qu'environ 250 Canadiens vont développer le cancer du sein, des hommes. Sur une population globale? Sur le Canada. Bon, c'est sûr que c'est pas beaucoup. Les femmes, c'est 26 000 sur l'année. Voilà. 26 000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année au Canada, chaque année. Et environ 5 000 femmes vont en mourir cette année. Et mon Dieu! Voilà. Oh, OK, un instant, pardon. Entre ça et la petite vérole, on est pas loin. On est sur quelque chose, on est sur une maladie commune avec vraiment des conséquences. Et en fait, ces 3 éléments, l'environnement qui va se combiner avec la génétique, qui va se combiner avec le mode de vie, ce n'est pas des choses qui sont distinctes qu'on peut juste additionner, c'est vraiment une interconnexion. Notre génétique va nous faire réagir différemment à l'environnement. Donc, 2 personnes qui auraient exactement le même background génétique, à cause de leur environnement, vont avoir des environnements différents, vont avoir des réactions différentes. Donc, c'est une interconnexion de facteurs qui vont créer le risque global du cancer du sein. On s'entend, ça veut dire qu'à partir de là, je veux dire, comment on pourrait dire, j'essaie de trouver le bon mot, on peut dire on dirait pas les scénarios, mais on dirait à ce moment-là... Les possibilités. Les possibilités... Les combinaisons sont... Vous n'avez pas fini de chercher, là? On cherche. OK. Parce qu'on s'entend, je veux dire, on parle toujours... J'ai un mot que j'arrête pas de vouloir chercher, c'est pas tannant. Bon, il va me revenir à soir à minuit chez nous, tout seul dans mon coin. Et on refera la capsule. Ouais, c'est ça. Non, mais tu arrives chez vous, t'es là, oui, c'était ça. T'es tout seul chez vous. Bon, c'est super. Donc, voilà. OK, bon. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre. On parle de cancer tout simple pour les hommes, les femmes. Les hommes, je ne savais même pas ça, vous voyez. Alors, Audrey m'apprend ça, j'avais aucune idée. Vous, monsieur le régisseur, vous saviez ça? Bon, lui, il me dit oui. Ben, c'est ça, c'est le seul cadre qu'il ne savait pas. Ben oui, c'est ça, c'est appelé ça. Oh, je sais, t'es pro. Je suis encore capable de dire qu'il y a des affaires que je vais apprendre. Bon. OK. Alors, les types de cancer du sein, OK, et le cancer lui-même est quoi? D'accord. Donc, pour répondre à cette question, on va commencer par le cancer en général, ce que c'est. Donc, on va dire que la machinerie humaine, le corps humain, c'est un ensemble de cellules qui fonctionnent de manière très organisée. Chacun sait ce qu'il doit faire, à quel moment. Bon. Et il va se passer un moment où certaines cellules vont complètement perdre le contrôle et elles vont plus du tout être réceptives au message du corps qui leur dit à quel moment se reproduire, à quel moment mourir, à quel moment produire certaines substances. C'est des cellules qui vont complètement devenir anarchiques et incontrôlables et elles vont décider de se répliquer de manière complètement incontrôlée. Elles vont faire ce qu'elles veulent. Et en fait, il y a certains cas où on va avoir cet amas de cellules qui va se reproduire puis qui va s'arrêter. Donc, il y a des tumeurs qui ne sont pas cancéreuses. Donc, ça va être un amas de cellules qui va s'arrêter là, qui ne va pas envahir les autres tissus, qui va s'arrêter là. Puis il ne sert à rien, c'est juste une mauvaise, mettons, reproduction. Il y a un moment, voilà. Multiplicité, et exactement, ça s'arrête là. Et on peut aussi avoir le cas où là, on va voir des cellules qui vont complètement devenir folles,
à être complètement dérégulés, oubliés et être complètement insensibles aux signaux, parce que le corps va leur dire de se tuer là, parce que c'est fini. Puis elles vont continuer, elles vont devenir ce qu'on appelle immortelles. Elles vont continuer à se multiplier, elles vont continuer à survivre malgré les signaux du corps. Et c'est là qu'on va voir une tumeur qui va devenir cancéreuse, parce qu'on va parler d'un cancer, parce que là, les cellules vont devenir incontrôlables, puis elles vont commencer à recruter la machinerie du corps pour pouvoir s'alimenter. Donc elles vont provoquer la création de vaisseaux sanguins autour d'elles pour pouvoir les alimenter. Donc elles vont recruter toute la machinerie du corps pour pouvoir comme devenir une entité à part entière. Et là où ça dégénère énormément, c'est quand elles deviennent circulantes. Ça veut dire qu'elles vont être capables de se dégager, de se détacher de la masse, et elles vont partir dans la circulation. Et c'est là qu'on parle de métastase, parce que vous allez avoir justement ces cellules cancéreuses qui vont être capables d'aller coloniser d'une part les tissus qui sont environnants, mais en plus elles sont capables d'aller dans la circulation, puis aller s'implanter plus loin et se reproduire. Et là, on parle de cancer qui est parti au stade métastatique. Wow! Ça, c'est une description globale du cancer. J'adore ça, c'est parfait, c'est bon, vous comprenez, je pense que ça décrit vraiment l'idée en conséquence. C'est drôle, pendant 30 secondes, j'ai eu l'impression qu'elle parlait des gens sur l'aide sociale, mais ça, c'est une autre affaire, c'est pas grave. Bon, excusez, ça se dit, non? Ah, mais excusez. Je sais pas. Il se multiplie, puis bon, en tout cas, on va pas là-dedans. Voilà. Un peu, bougez pas, là, je vais juste valider des fois, là. Je vais faire pareil. Non, mais je vais regarder, voir. Il n'y a pas d'étrange dans ma bouteille cette semaine. Je suis correct, c'est beau, c'est parfait. Yes, monsieur le régisseur n'a pas fait de joke. Parfait, c'est bon. Yes. Non, j'ai l'air incisif comme ça, mais bon, moi, du moins, je le pense fondamentalement. Bon, voilà. OK, donc, du moins. Et la deuxième partie de la question, c'est le cancer du sein maintenant, en particulier. Oui. Donc, une fois qu'on a établi ce que c'est généralement le cancer, ben, le cancer du sein, c'est exactement ce phénomène-là, mais ça va se passer au niveau des cellules du sein. Oui. Et il va y avoir plusieurs types de cancers, notamment en fonction de l'endroit exactement où le cancer va se développer. Donc, par exemple, on va voir dans les cellules qui tapissent les canaux, donc les canaux sont les tubes qui permettent de transporter le lait vers les mamelons. D'accord. Et bien là, on va avoir affaire à un carcinome canalaire, je lis mes notes, un carcinome canalaire parce que, oui, moi aussi je lis mes notes, parce que là, c'est les cellules qui tapissent les canaux. Puis on va avoir par exemple d'autres types de cancers du sein, toujours, où là, on va avoir les cellules des lobules. Donc les lobules, c'est les groupes de cellules qui produisent le lait. C'est là que va prendre racine le cancer. Donc là, on a affaire à un carcinome qui est lobulaire. Donc ça, c'est par exemple deux types de cancers du sein. On parle toujours de cancer du sein, mais il faudrait plutôt parler des cancers du sein en fait. Puis aussi, on va voir la tumeur qui va aussi réagir de manière différente à certaines hormones, notamment aux oestrogènes. Et l'œstrogène peut devenir une source d'alimentation, une source de croissance pour certains types de cancers. Donc ça aussi, ça permet de distinguer les différents types de cancers. Donc, ça veut dire que l'alimentation peut venir être un accélérateur de tout ça. Et entre autres, on en avait déjà parlé, toi puis moi, exemple, les anoculants peuvent être un accélérateur de tout ça aussi. On s'entend, on rentre une hormone dans un corps, on en déstabilise une autre, right? Pour ce qui a été prouvé, il y a plusieurs facteurs de risque. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un facteur de risque? Un facteur de risque, ce n'est pas quelque chose qui donne, par exemple, c'est pas quelque chose qui donne le cancer, mais c'est quelque chose qui va augmenter votre risque de le développer. Donc, comme on a dit, on ne part pas d'un risque zéro. Toutes les femmes ont un risque de développer le cancer du sein. On a dit une femme sur 8, donc ça veut dire que c'est notre base. Et on va regarder qu'est-ce qui vient augmenter ce risque en fonction d'un comportement. Donc pareil, ça peut être de l'alimentation, ça peut être des substances, ça peut être un état particulier qui va augmenter ou diminuer notre risque du cancer du sein. Un état, par exemple, le fait d'avoir déjà eu le cancer du sein, augmente le risque d'avoir un deuxième cancer du sein. OK. Est-ce qu'il y a des états psychologiques qui peuvent développer des problématiques de multiplication cellulaire défectueuse dans un corps, où tu peux dire, ça, on n'a pas de preuve à ça. Moi, en tout cas, à ma connaissance, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Par contre, on sait que l'état mental va aider énormément au moment du traitement, au moment de la survie, parce que l'état mental du patient va énormément jouer dans sa combativité. Oui, c'est donc, bon, ça, c'est bon. Par contre, voilà, c'est ce que je peux dire. Êtes-vous un warrior du sein? Mais voilà, c'est ce qu'on veut savoir, voilà. Alors, pour les risques, pour revenir à la pilule contraceptive, il faut dire les choses. Oui, parce que ça, j'en parle souvent à ben de mes clientes qui viennent me voir, que ça fait 15 ans qu'ils prennent la pilule. Je dis, excuse-moi, ton chum, il attend quoi pour se faire squeezer? Si vous voulez pas d'enfant,
Pourquoi il y a la crainte là, du d'un squeezing jour en de avoir poche envie. chaude, vous comprenez? Non, mais c'est vrai pareil. Les gars me disent tout ça, ça fait mal, ça fait mal. Viens faire du front squat pendant 1 heure avec moi, ça fait mal. OK, tu comprends-tu? Bon, alors à ce moment-là, messieurs, prenez vos responsabilités. Je ne vois pas pourquoi vos femmes devraient se polluer aux hormones alors que vous savez très bien que la lignée va s'arrêter là. Hein, bon. Ou du moins, il y en a qu'on souhaite qu'ils ne se reproduisent pas. Ça aussi, c'est un autre phénomène, mais on n'embarquera pas là-dedans. D'accord, voilà. Non, mais c'est vrai, il y en a, je leur ai dit, ne vous reproduisez pas. Stop, bon. On arrête le massacre. Non, voilà, parce que c'est pas bon. Hein. C'est bon, un super collaborateur. Voilà, parfait. OK, on continue. Alors, pourquoi il y a un débat justement sur la pilule contraceptive et les contraceptifs oraux et hormonaux en général? Comme le stérilet, mettons, avec une diffusion hormonale. Par exemple, pourquoi il y a la question et pourquoi on les lie souvent au cancer du sein? C'est parce que la cause principale de l'apparition du cancer du sein chez la femme, c'est l'exposition des cellules mammaires aux hormones femelles, progestérone, œstrogène. C'est la cause principale. Okay. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui va faire que de l'œstrogène va pénétrer dans le corps et que vos cellules vont être confrontées à plus d'œstrogène que ce qu'elles pourraient penser. La raison pour laquelle il y a beaucoup de débats et beaucoup de questions autour de la pilule contraceptive et de tous les contraceptifs oraux et surtout hormonaux, c'est parce qu'en fait, la cause principale d'apparition du cancer du sein chez la femme, c'est l'exposition des cellules mammaires aux hormones femelles, donc œstrogène et progestérone. Okay. Et en plus de ça, on sait en particulier pour l'œstrogène que c'est une hormone qui va venir favoriser la croissance de certains types de cancer du sein. Parce que tous les types de cancer du sein ne sont pas sensibles aux mêmes hormones et il y a malheureusement certains cancers du sein qui utilisent l'œstrogène comme moteur de croissance. 2 questions. Combien environ de types de cancers du sein qui existent? En fait, il y a plusieurs classifications. Il y a des classifications qu'on va faire en fonction du site de développement du cancer du sein. Okay. Puis il y a d'autres classifications qu'on va faire et en fait, il y a un regroupement, donc je ne pourrais pas séparer exactement. Il y a aussi l'aspect hormonal. C'est-à-dire que même si vous avez 2 cancers du sein qui sont développés dans des types cellulaires différents, ils vont avoir une réaction et une résistance aux mêmes hormones. Donc il y a plusieurs types de classifications. Il y a des classifications qu'on dit histologiques. Donc on va regarder la cellule cancéreuse. Puis il y a des classifications vraiment à la résistance aux hormones. Puis ensuite, il y a le site aussi où se développe le cancer. Donc je ne pourrais pas donner un chiffre exact, mais il faut vraiment savoir qu'il n'y a pas un cancer du sein. Il y a des cancers du sein. OK. Alimentation comme telle, tu me parles, mettons exemple du profil hormonal au niveau de l'œstrogène. Tu dis certains types de cancers se nourrissent de l'œstrogène. Est-ce qu'ils se nourrissent seulement de ça? En fait, ce qu'on va regarder, sont des cellules, donc elles se nourrissent exactement comme les autres. C'est aussi ce qui fait, comme c'est les cellules du corps, c'est ce qui fait que c'est très dur de soigner. Même s'ils sont complètement défaillantes, on s'entend. Oui, mais elles ont le même fonctionnement, c'est juste qu'en plus elles ont détourné et elles ont produit, elles ont forcé la création de tissus, on va dire, de réseaux sanguins autour pour pouvoir récupérer encore plus d'alimentation. Donc elles vont se nourrir de nutriments. Mais en plus, elles sont encore plus voraces que les cellules classiques. Alors, donc ça fait. Ils sont exactement comme les syndiqués. Elles pompent l'énergie du corps. C'est ce que je disais, hein? C'est bon, c'est bon. Elles pompent l'énergie du corps. Et en plus, l'œstrogène va être un facteur de croissance. C'est-à-dire quand je dis qu'elles se nourrissent, c'est un facteur de croissance. Ça va augmenter leur taille, augmenter leur réplication, leur reproduction. C'est ça va augmenter leur multiplication. Donc ça nourrit entre guillemets le cancer. De cette manière, ça ne nourrit pas les cellules, mais ça les pousse à se reproduire encore plus. OK. Bon, alors à partir de là, on est capable de se dire, dans ce que vous étudiez puis dans ce que vous faites, l'idée comme telle, c'est d'arrêter la prolifération au niveau cellulaire, de faire de la prévention, de la guérison. Le fait d'étudier au doctorat en ce moment, l'idée, c'est quoi dans tout ça? Moi, mon objectif, et notre objectif, là, en tout cas dans mon projet, c'est ce qui est important, c'est que on n'intervient pas, entre guillemets, notre recherche ne se passe pas au moment où le cancer s'est développé, où il a été diagnostiqué. Nous, on essaye d'intervenir en amont. Prévention. Et, voilà, en prévention, exactement. Parce qu'en fait, il a été constaté que d'une part, plus le cancer est diagnostiqué à un stade précoce, plus le pronostic est bon pour la suite, plus c'est, entre guillemets, facile de le traiter. Et aussi, il ne faut pas cacher les choses, moins le coût est élevé pour la société et pour le système de santé, parce que c'est un coût quand même pour la société, le cancer, et notamment le cancer du sein. Et on a remarqué aussi que si on est capable de prédire, si on est capable de voir quelles sont les populations qui sont plus à risque, et aussi de comprendre quels sont les facteurs qui augmentent le risque, on va être capable
de surveiller de plus près OK. et être capable de faire j'ai oublié le terme, par exemple les mammographies, au lieu de les commencer à 50, on va les commencer plus tôt pour certaines femmes parce qu'on sait qu'elles sont à risque. Donc c'est pour être capable Est-ce que c'est un absolu, ça? Est-ce que tu peux dire avec une simple mammo, je suis capable, mettons exemple, de voir s'il y a une problématique, ou tu peux dire certains types de cancers sont carrément fantômes par rapport à cette méthode-là? C'est vraiment une très très grosse question parce qu'on pourrait se dire pourquoi juste pas faire des mammographies à toutes les femmes à partir de 20 ans. Mais le problème, c'est que déjà, la mammographie, c'est quelque chose, même si ce n'est pas invasif, c'est stressant pour une femme de savoir qu'elle doit aller en mammographie, d'avoir toujours cette angoisse de ce qu'on va trouver. Il faut aussi savoir que la densité mammaire, c'est quelque chose qui empêche de bien repérer les cancers. Oh, alors si une femme a plus de glandes mammaires ou plus de glandes adipeuses, on peut avoir de la difficulté à repérer un cancer. Oui. Et en fait, c'est quelque chose qu'on pourra aborder aussi dans la suite de notre discussion. C'est justement comment faire pour ne pas contribuer à augmenter sa densité mammaire, parce que finalement, contribuer à augmenter la densité mammaire, ça, oui, on peut. Il y a certains aliments qui vont augmenter la densité mammaire, et en augmentant la densité mammaire, ça devient plus difficile de repérer les grosseurs et d'identifier des cancers. Alors, ne serait-ce à dire qu'il y a une partie de responsabilité de par l'individu, mettons un exemple féminin, même masculin à une échelle microscopique, mais bon, du moins, si les gens ont une bonne hygiène de vie, si les gens mangent bien, si les gens font attention, tu es en train de nous dire finalement que le coût sociétal peut être beaucoup moindre et on peut couper finalement dans le pourcentage de femmes qui pourraient développer éventuellement une problématique comme celle-là. Bien, comme on part déjà d'un risque qui est non nul, il y a des femmes qui pourraient avoir un comportement qui est complètement sans risque, on va dire sans risque ajouté, et qui pourraient quand même développer le cancer du sein. Ça, c'est une chose. Comme on ne part pas d'un risque nul... C'est assez injuste. C'est ça. Comme on ne part pas d'un risque nul et que c'est une maladie qui peut arriver comme ça, parce que la faute n'a pas de chance, on pourrait aussi avoir tous les bons, entre guillemets, bons comportements et développer quand même le cancer du sein. Mais il y a des choses qu'on a constatées. Il y a quand même des facteurs comportementaux qui augmentent le risque. Et c'est là, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau des habitudes de vie, il y a des choses que nous faisons qui peuvent augmenter le risque du cancer du sein. Donc là, effectivement, il y a une responsabilité individuelle. Il y a plusieurs facteurs de risque. Vous avez compris? Responsabilité individuelle, avez-vous bien compris? Il y a le pas de chance, et puis il y a aussi la part où on va faire... il ne faut pas aussi se mettre dans les conditions à risque quand on en est conscient. Après, c'est le choix de chacun. Malheureusement, il faut respecter ça. C'est comme le diabétique qui se lève dans la nuit pour se faire un verre de liqueur avec 3 toasts sur ma pause prête. Bon, ça, c'est vraiment son problème. On s'entend-tu? J'en ai c'est pas le meilleur des choix. Comme ça. Non, mais j'en ai croisé. J'en ai croisé pour de vrai. Là. Puis là, ils me disent, je me sens pas bien. Je suis pas là, je t'allais voir le médecin pour avoir des pennules. Puis, ouais, mais si tu changeais quelque chose dans ta bouffe, peut-être qu'il se passait quelque chose de mieux. Ouais, c'est discutable. Voilà. Donc, tu me parlais de ça tantôt, tu me disais, écoute, on a parlé quoi, le tabagisme, l'obésité, tout ça, ça joue là. Il y a des risques qui sont connus, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites. Donc, ce qu'on regarde, c'est entre des femmes qui ont le même âge, un groupe de femmes qui a un comportement et un groupe de femmes qui n'a pas ce comportement, quelle est la différence au niveau de la probabilité, quelle est la différence au niveau du nombre de femmes qui vont développer le cancer du sein. Et ça permet d'estimer quel est le risque ajouté par un certain comportement, ou même comment on a fait diminuer le risque avec certains comportements dits bénéfiques. Donc, dans les facteurs de risque connus, donc des facteurs qui augmentent le risque de cancer du sein, il y a, comme on a dit, les antécédents personnels, donc le fait d'avoir déjà eu un cancer du sein. Antécédents familiaux. Il y a les antécédents familiaux. Exactement. Donc, quand on a un membre de la famille qu'on dit au premier degré, c'est-à-dire mère, sœur, tante, quand on a un membre de la famille au premier degré qui a eu le cancer du sein, on a une augmentation significative du risque soi-même d'en développer un. C'est pour ça que c'est des femmes, quand on voit qu'il y a comme des nids, enfin des clusters de familles qui ont le cancer du sein, on va surveiller de très près les jeunes femmes parce qu'on sait qu'il y a un terrain propice, qu'il y a un terrain génétique de cancer du sein. Il va y avoir des mutations déjà connues comme BRCA1, BRCA2. Il y a des stars qui savent que BRCA1 et BRCA2 sont deux gènes qui ont été caractérisés comme augmentant énormément le risque du cancer du sein. BRCA, c'est des gens connus? Non, mais... Oui, ils sont très connus dans le monde de la recherche. Là, on parle à 8000 personnes qui n'ont aucune absolument idée. C'est quoi ce BRCA? C'est quoi ce truc-là? Alors, BRCA, c'est Breast Cancer Gene. Ah, bon, voilà. OK, parfait, merci. En gros, c'est des gènes qui ont été découverts dans les familles. C'était des familles où presque toutes les femmes quasiment avaient ou une grosse portion des femmes de la famille avaient le cancer du sein. On a pris leur ADN,
on a regardé l'ADN, donc on a génotypé, on a séquencé leur ADN, on a regardé et on a cherché quelle était la partie commune qui s'était transmise de femme en femme. Et on s'est rendu compte que il y a 2 gènes en particulier. Ceux-là, dès qu'on les transmet, le risque du cancer du sein est extrêmement plus élevé que si on l'avait pas. OK, comme ce qu'on a vu un peu avec la star, l'actrice Angelina Jolie. C'est exactement ce cas. Qui a pris une décision de se... Elle savait, voilà. C'est exactement ça. Planche à laver. Et voilà, après ça, on y va avec d'autres choses. Bon, et sachez une chose, alors à partir de l'ensemble des propos qui sont là, si vous avez des imbéciles dans votre famille, sachez que vous avez peut-être des jeunes pour développer de l'imbécilité. OK, alors faites attention à ça, les gens. S'il vous plaît, à la maison, je du pro. On est encore capable de dire qu'il y a du monde qui sont génétiquement des imbéciles. Et on continue. Voilà, c'est en plein ça. Voilà. On en parle vite comme ça. Hein. Voilà, exact, yes. Dans les autres facteurs de risque connus, comme on l'a dit tout à l'heure, les seins denses. Les seins denses sont connus comme étant un facteur de risque pour le cancer du sein. Dense, la densité mammaire, c'est un facteur. On a plus de cellules. Glande mammaire ou glande adipeuse? Là, le sein dense, on va voir les glandes, je ne vais pas dire de bêtises, glandes de mammaire. OK. Glandes mammaires. Et ça, on s'entend, c'est génétique. La femme est née comme ça, elle ne décide pas ça. Exactement, mais il y a des choses qui contribuent à faire augmenter la densité mammaire. C'est bien ça? Non, parce que la densité mammaire est associée à une augmentation du risque du cancer du sein. Qu'est-ce qui augmente la densité? Alors, pas dire de bêtises. Parce que j'ai jamais vu de femme qui prenait du bus comme ça à tous les années. Alors, j'ai jamais vu ça, moi. Je me suis renseignée. Je suis persuadé, hein? J'ai comme un feeling. Je me suis renseignée. Le doctorat, il est allé pour le gros pied. Je me suis renseignée. Alors, mes informations viennent du site cancer.ca. Je précise. Si les gens... Alors, n'allez pas sur ce site, c'est dangereux pour votre santé. Ouais. Voilà. C'est ça, je suis allé là, ouais, merde, le concert, là, Hunter, c'est bon, c'est Donc, on parle au conditionnel parce qu'il y a des études qui sont toujours en cours, mais il est montré que l'alimentation pourrait aider à réduire la densité mammaire. Bon, vous avez compris, l'alimentation. On en parle au show là, de ça souvent, là, vous comprenez, c'est une bro qui vous en parle. Alors, si vous mangez bien, ça risque de vous aider. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent manger bien dans le cas de la réduction de la densité mammaire? Donc, il y a des recherches qui démontrent que les femmes qui limitent leur consommation de viande et d'aliments riches en calories et qui mangent beaucoup d'aliments végétaux ont un tissu mammaire moins dense. Ah, alors si vous mangez bien, mesdemoiselles, vous allez garder des beaux bustes en santé. C'est bien, hein? C'est bon à savoir. Hein? Yes, comme exemple, sur le régisseur, mange, tu craches, alors il... Un bus qui n'est pas en santé. Voilà, c'est en fait ça. Dans la suite des... arrêté là. Hein. Pour le reste, je n'ai pas un spécialiste de la prostate. Hein. Je ne suis pas allé jusque-là. Hein. J'ai un spécialiste de la prostate. J'ai un spécialiste de la prostate dans mon équipe. Bon, alors il faudra l'inviter. Ouais! Il serait très content. Okay, c'est bon. Oui, c'est ça. Ouais, il va mettre le doigt sur le bobo. Je me sens pas concernée, personnellement. Excusez, moi, tout va bien. C'est bon, je suis sûr, t'as pas trop de prostate. C'est comme moi, j'ai pas de problème de sein. Tout va bien. Ça va. Voilà, yes. J'ai toujours le même bonnet. Vous voyez? C'est bon. Dans les autres facteurs connus, il y a les contraceptifs oraux. Les contraceptifs oraux. Alors, pourquoi les contraceptifs oraux sont liés au cancer du sein? Eh bien, c'est parce que, comme on l'a dit, la principale cause, c'est le contact, c'est l'exposition que nos cellules mammaires vont avoir avec les oestrogènes et le progestérone. C'est un fait, c'est comme ça. Donc, ce qui a été montré, c'est que la pilule anticonceptionnelle augmente un petit peu le risque du cancer du sein. Un peu. OK, un peu. Un peu. Le risque du cancer du sein, oui. Le risque du col de l'utérus, le risque du cancer du col de l'utérus, pardon, et le risque du cancer du foie. Moi, j'ai déjà entendu ça souvent chez bien de mes clients, des fois, qui m'ont dit, bon, je suis allé chez le gynéco, j'avais des cellules précancéreuses au col. Bon, souvent, c'est la panique, là. Ah, je vais mourir. Non, on s'entend. Je veux dire, ça, si c'est détecté, ça, c'est bénin. Si on parle de... Si c'est juste... c'est dit quand c'est une tumeur bénin. Si c'est une grosseur et que la grosseur peut être retirée et qu'il n'y a pas l'air d'avoir de conséquences, c'est le docteur qui décide. C'est le médecin. Il va y avoir toujours un suivi pour savoir ce qui se passe quand même. Oui, s'il y a quelque chose qui est récurrent. Voilà, même pour une grosseur au sein, toutes les grosseurs au sein, toutes les tumeurs ne sont pas des tumeurs cancéreuses. Il faut le savoir. Voilà, il y a des tumeurs bénignes. Comme exemple, j'ai des femmes des fois qui m'ont déjà dit ça. Il y a des kystes, quand on voit exact, il y a une dysplasie mammaire. Il y a des grosseurs, des fois il y a juste un amas de cellules, mais on n'est pas passé au stade de cellules cancéreuses, mais ça reste des choses à surveiller. Mais pourquoi ça fait ça? Mais le corps, c'est quelque chose, c'est une machine qui est très très bien organisée, qui est très très bien rodée, mais elle n'est pas infaillible. Et en fait, il y a des fois où les cellules vont juste être insensibles et puis elles vont commencer à se reproduire un petit peu anarchiquement, puis elles vont s'arrêter. Ça va aller. Puis il y a des fois où ça dégénère. C'est exactement ce que je disais. Donc, alors, si c'est ça, c'est que vos cellules sont syndiquées. Alors, ils se reproduisent de façon tout à fait débile, puis ils font des trucs qui n'ont pas de bon sens, puis ils n'écoutent plus, puis ils sont insensibles, et voilà.
Il me rappelle mon ancienne belle-mère. Ça arrive. Excusez. Dédicace. Pas trop, j'ai voulu, là. Quand même, c'était impressionnant. À 3 h du matin, ah! OK, c'est elle. C'est la merde, je l'avais pas reconnue. Non, mais je te dis, la moustache au maillot en plus. J'essaye, j'essaye. Pour la pilule, on a aussi constaté que la pilule anticonceptionnelle va augmenter un petit peu le risque des maladies cardiovasculaires, notamment chez les fumeuses. Okay. On sait qu'il y a une il y a vraiment, vraiment un conflit, un problème entre la prise de la pilule et la cigarette. La femme qui combine ces deux choses-là, c'est connu, augmente après le énormément. Là, pour le coup, c'est vraiment un risque, une augmentation du risque significatif au niveau des maladies cardiovasculaires. Significatif étant 80%, 90%? Je préfère pas donner de chiffres parce que c'est des choses qui vont dépendre des études. Donc, toutes les études vont avoir, parce qu'elles vont prendre des populations différentes, elles vont avoir un échantillonnage différent. Donc, généralement, moi, je préfère aujourd'hui pas vous donner de chiffres, mais vous dire que tous les risques ne sont pas comparables. Donc, on parle d'augmentation, on parle de diminution, mais pour la pilule contraceptive, par exemple, il faut dire que l'hérédité et le mode de vie vont avoir une influence beaucoup plus importante sur le risque du cancer du sein que la pilule. Il y a un risque, mais tous les risques ne sont pas équivalents. Il faut savoir que la partie héréditaire et surtout le mode de vie vont avoir un impact beaucoup plus important que la prise de la pilule sur le risque de cancer du sein. Question. Exemple, une femme qui n'a pas nécessairement de prédisposition à ça, si elle fume et elle prend la pilule, elle encourt peut-être la chance, mettons exemple, d'avoir des problématiques plus, exemple, qu'une femme qui a exactement les mêmes prédispositions génétiques qui sont parfaitement nulles, qui prend soin d'elle. Oui, tout à fait. Bon, voilà, l'hygiène de vie, c'est le basique. C'est un fait. Vous comprenez? Voilà. Aller chez McDo pour aller topper après, c'est pas bon, ça fait pas des beaux seins. Et voilà, ça fait des tailleurs, puis après ça, ben, ils te rentrent dans la soupe. Ça se dit? Non, excusez. Non, mais c'est vrai pareil, après ça, il y a une descente, là, c'est pas... Ben, quoi, c'est vrai? Après ça, tu redrapes ça, puis après ça, ils peuvent se coucher avec, bon, tu sais, ou se le mettre en dessous du bras. Bon. Allez, vous comprenez, il y a toujours une problématique à ce niveau-là. Comme on n'a pas identifié tous les facteurs génétiques, c'est là-dessus que je travaille précisément, c'est identifier toute la part de risque génétique qui nous manque à identifier. L'idéal, c'est d'éviter de s'exposer à des facteurs de risque. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, un facteur de risque, c'est l'apparition précoce des menstruations. Précoce. Ben, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les jeunes femmes qui ont leurs règles plus tôt que la moyenne, genre 13 ans à peu près. 13 ans, OK. Donc les jeunes femmes qui ont eu leur menstruation plus tôt que la moyenne ont un risque plus élevé d'avoir le cancer du sein. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme leur puberté a commencé plus tôt, la durée dans leur vie d'exposition aux oestrogènes est plus élevée. Voilà. Oh, intéressant. Quand on regarde à l'autre bout du cycle de la vie, on va dire du cycle de la vie, de la fertilité de la femme, l'apparition tardive de la ménopause est un facteur d'augmentation du risque parce que plus tard on est ménopausé, plus longtemps on est exposé aux oestrogènes. Si une femme, exemple... Bon, mais ce sont des éléments qui sont incontrôlables. Oui, c'est ce que je m'en ai dit, elle n'a pas choisi ça. Là. Et bon, non, c'est bon, parfait, OK. Donc ça, c'est des choses qui sont hors de notre contrôle. Il y a une part de choses qu'on peut contrôler. Par exemple, dans les autres facteurs de risque qui sont connus, il y a l'alcool qui a été corrélé à l'augmentation du risque du cancer du sein. Donc, je tiens à préciser qu'à chaque fois qu'on parle d'augmentation du risque, on ne dit pas que consommer de l'alcool donne le cancer du sein. On dit que par rapport au risque basal de la population, consommer de l'alcool jusqu'à un certain niveau on a constaté que dans une population qui consomme plus d'alcool qu'une population contrôle, il y a une augmentation d'occurrence, d'apparition du cancer du sein. Donc, exemple, dans un endroit comme la France où est-ce que ça picole à tour de bras, c'est peut-être plus sujet, exemple, qu'au Niger, où est-ce qu'ils crèvent de faim, c'est ça? J'ai contrôlé ce matin, en tout cas, Canada, France, même prévalence du cancer du sein. Vous buvez autant que nous, donc... On s'est enfargé, alors voyez, autant au Québec, l'autre côté à 6000 bornes, ça boit autant. Donc, à partir de mai, du moins, notez, c'est bon. Outre ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'obésité. Oh, je l'ai tout le temps dit, écoutez, il y a une question d'hygiène de vie, puis ça reste que c'est relativement important. On n'est pas en ce moment ici dans le jugement. Okay? Jamais on est dans cette dynamique-là. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si l'ensemble d'une population donnée fait excessivement attention à l'ensemble des réactions chimiques versus l'alimentation, versus votre mode de vie, versus le temps que M. le régisseur me donne, versus ensuite de ça, je vous dirais le fait par lequel les gens doivent faire attention à eux autres,
vous allez sauver ça. Et on sait très bien que l'obésité, entre autres, va amener des problématiques cardiovasculaires, va amener des problématiques pneumothorax, va amener des problématiques au niveau de l'artériosclérose, va amener des problématiques articulatoires et le bouquet amène des problématiques, peut-être même éventuellement de développement qui n'a plus rien sur le téléphone, au niveau des cancers. Parfait. Non, mais c'est vrai pareil. Bon, c'est bon. OK. Donc, l'obésité, ça n'aide pas du tout. Non, parce qu'il faut savoir que ça va contribuer. En fait, ça entraîne tellement de désordre dans le corps, d'une manière générale, que c'est comme si le cancer du sein, c'était juste en plus. C'est-à-dire avec le panel d'inconvénients. C'est pratiquement impensable que ça n'arrive pas. Oui. Bon, OK, vous comprenez l'idée, là? Alors, si vous ne faites pas attention à vous, vous courez après. Bon, voilà, quand même. OK. Dans les autres choses qui sont assez étranges, mais c'est intéressant à savoir, la grande taille à l'âge adulte est un facteur de risque du cancer du sein. Parce que qui dit grande taille, grande taille par rapport, on va dire, à la taille moyenne, on a remarqué que les femmes plus grandes avaient une probabilité de développer le cancer du sein qui était plus élevée parce qu'elles ont plus de cellules. Oh, ouais, ça, moi, j'adore ça, vous voyez, c'est vraiment, OK, voyez à quel point, c'est bon, c'est vraiment poussé, OK, on a un individu avec une multiplication cellulaire multiple plus grande et ça amène un risque de croissance beaucoup plus grand. Alors, Audrey nous parle directement du facteur par lequel les femmes qui ont une taille plus grande que les autres peuvent être sujettes à ça. Autre chose, alors, dans la suite des facteurs qui sont là, des facteurs possibles. Qu'est-ce qu'on appelle un facteur possible? C'est que des études ont l'air de tendre vers, mais on n'a pas une confirmation, par exemple statistique assez solide, pour affirmer qu'il y a une corrélation entre l'augmentation du risque du cancer du sein et ce comportement-là. Mais observable. Il y a des indices. OK. Donc, par exemple, on a l'inactivité physique. J'étais obligée. J'adore ça. J'adore ça. Écoute, mon Dieu, que dire? Voilà. Alors, vous avez du poids en trop, vous ne bougez pas, vous buvez de l'alcool, vous fumez des tops, vous ne faites rien, vous pognez le bang, vous faites du jus de botte de cowboy dans vos tennis. Comprenez bien le principe, je ne suis pas dans le jugement en ce moment. Comprenez bien mon propos, OK? On en parle toujours au show du pro. On est toujours en train d'encourager les gens à faire de l'activité physique, à être en santé. Vous voyez à quel point le fait par lequel vous n'avez pas une hygiène de vie qui est convenable peut vous amener éventuellement peut-être un jour à développer certains types de problèmes. S'il vous plaît, je parle à tous les Québécois, à tous les Français, à tous les gens qui nous écoutent en ce moment, de faire l'effort, tout simplement, de faire attention à vous, ne serait-ce que par principe, mon Dieu, de se respecter, je devrais dire. OK, voyez à quel point ça peut changer les choses. Puis je suis pas en train de dire, moi, je vous trouve très bien comme vous êtes, là. OK, comme monsieur le régisseur, je ne porte pas de jugement. Bon, tu sais, écoute, il est peigné drôle, il s'habille drôle, il sent drôle, mais il fait un bon travail. Bon, parfois, on ne va pas tout avoir. Donc, moi, je vous dirais, la majeure partie des gens ne font pas nécessairement attention. Moi, ce que j'entends souvent dire, les gens me disent, ouais, mais là, mourir de ça ou mourir de d'autres choses. Tu réponds quoi à ça? C'est votre choix. Faites ce ça. que vous voulez. Mourir de d'autres choses, c'est Allez-y. OK, bon, premièrement. Deuxièmement, ensuite de ça, je vous dirais, la majeure partie des gens me disent tout le temps, ouais, mais on va tous finir par crever. Ouais, OK, c'est bon. Dans quelles conditions? Oui, voilà, exact. Voilà, bon, premièrement. Ensuite de ça, il y a une chose qui est sûre aussi, c'est que de vous occuper de vous, moi, j'ai tout le temps eu le même discours là-dessus. Je sais très bien que je suis une multiplication cellulaire constante, OK? Puis je sais que si j'ai une défaillance dans la reconstruction des cellules comme telles, je peux développer des problématiques. Tout à fait. Mais d'un autre côté, si je prends soin de moi, je mange bien, je m'entraîne, je fais de l'activité, je me garde en santé, on s'entend que ça, je mets au moins les chances de mon côté de ne peut-être pas éventuellement développer une problématique. Exact. Ou de ne pas provoquer. Parce qu'on sait que la balance est vraiment... la balance est fragile. Parce que comme le corps est en perpétuelle multiplication, c'est quoi la limite entre une multiplication qui est normale et une multiplication qui dérape? Je veux dire, c'est quand même une balance qui est tellement sensible que si on peut effectivement mettre toutes les chances de notre côté, essayer de se mettre dans les meilleures conditions pour ne pas provoquer ou pour ne pas... pour pas provoquer ou pour pas faire pencher la balance du côté du déséquilibre, et qu'on en est conscient, je pense que c'est un minimum que d'essayer de se mettre dans ces conditions-là. Bon, ça peut aider. OK, exact. Parfait. Je suis très content qu'on dise ça. Alors, voyez, si vous pognez le beigne, ben, vous allez développer des beignes. C'est pas bon. Hein? Puis vous allez voyez, c'est pas une bonne idée. Voilà. OK. Alors, pourquoi l'inactivité physique est une cause, un facteur possible et pas connu, confirmé? Eh bien, c'est parce que il est difficile de séparer l'inactivité, par exemple, de l'obésité. Parce que c'est des facteurs qui sont tellement liés, c'est étrange, mais au final, on va avoir des gens qui vont avoir aucune activité physique et qui ne vont pas forcément manger très bien, et puis qui vont aller vers l'obésité. Donc, au final, on a du mal à savoir si c'est l'inactivité qui est le risque
ou si c'est la prise de poids qui est le risque, ou si c'est le L'amalgame poids à un des deux, moment là. qui est le risque. Donc, il y a des choses qu'on a vraiment pu prouver, et avec plusieurs études qui sont allées dans ce même sens. Puis, il y a des choses où le bon sens nous dit que. Parce qu'on a vu que l'activité physique contribue à éviter la récidive du cancer du sein. Donc, quand on voit que l'activité contribue à éviter la récidive, on a envie de dire que l'inactivité pourrait contribuer à la récidive. Voilà, OK. On Bon. ne veut pas aller jusque-là, mais voilà notre raisonnement. Le raisonnement est qu'on constate que l'activité physique contribue à éviter la récidive du cancer Bon, du sein. alors, je veux dire, la théorie peut s'appliquer au sens où est-ce que si on fait attention à soi, je veux dire, on ne court pas après le risque. Voilà. On n'augmente pas du moins le facteur de risque. Voilà, je Bon, crois voilà, que c'est voilà. c'est la meilleure tournure. OK. C'est vraiment la OK. meilleure tournure. T'en as d'autres ici, là en bas, là. Alors, Le tabagisme, on a le tabagisme et la fumée secondaire. ça, c'est la fumée secondaire. La fumée secondaire. Oh, la fumée secondaire. Donc, vous allez à quelque part où est-ce que ça fume. Ça veut dire que pendant des années, nous autres ici, et peut-être que c'était comme ça chez vous en Oui, Europe, oui. les gens dans les bars, ça fumait, Ah, dans les oui, cafés. oui. Donc, toi, tu fumes Dans pas. les finalement. avions, dans les Bon, trains, donc, toi, finalement, tu fumes pas. Donc, finalement, tu te trouves à fumer de toute façon. d'une manière. Bon, d'accord. Donc là, on OK. est sur un risque possible. Donc il y a eu des indices qui allaient dans ce sens-là, comme quoi le tabagisme passif ainsi que le tabagisme actif pouvaient contribuer à l'augmentation du risque du cancer du sein. Mais là aussi, il faut continuer les études. Et ça reste des facteurs qui sont environnementaux. Donc des fois, c'est un peu difficile de mesurer Oui, ce oui, genre oui, de... oui. C'est pas ce genre de nécessairement quantifiable, mais c'est Exactement. observable. Exactement. D'accord, d'accord. Exactement. Il y a des choses très étranges comme le travail de nuit. Je suis pas surpris que tu me dises Non, ça parce qu'il y a un que- déséquilibre dans les hormones. Voilà. J'ai beaucoup de gens dont le biorhythme est complètement déstabilisé par le fait qu'ils travaillent de nuit. Exemple, j'ai des gens qui ont de la misère à avoir une bonne santé, perdre du poids, faire du muscle parce qu'ils travaillent dans un biorhythme qui n'est pas le leur. Donc, c'est pas parce que j'ai une surprise quand tu me dis ça. Voilà. OK? Je veux dire, si c'est constaté, si c'est indiqué comme facteur possible, c'est parce qu'il y a vraiment de forts indices, mais qu'on ne peut pas encore aller jusqu'à l'affirmation comme pour les autres facteurs. D'accord, d'accord. Puis, au final, dans d'autres facteurs possibles, c'est des affections non cancéreuses du sein. Des affections non cancéreuses du sein. Donc, on a eu un problème qui n'était pas cancéreux, mais ça a l'air de contribuer à éventuellement augmenter la probabilité d'en développer un après. Donc, Bon. on peut avoir des tumeurs non cancéreuses, OK. mais leur occurrence pourrait être un indice que ça va mal à ce niveau-là, et on remarque qu'il y a une probabilité plus élevée de développer après. Bon, mon Dieu, on commence à se démêler. Est-ce qu'on a d'autres données techniques ou on a fait le tour un peu? Je pense qu'on a fait C'est le bon, tour. parfait. C'est vraiment super intéressant. Moi, je te dirais, ce qui m'impressionne le plus, c'est ton truc de la grandeur. Ça, non, mais c'est fou. J'aurais pas pensé à ça. C'est vrai pareil. Quelqu'un qui est plus grand, quelqu'un qui est plus gros, il y a plus de cellules. Il y a plus de... Le gars de, je sais pas, moi, 200 livres musclés a plus de cellules musculaires et de cellules dans son corps que le gars qui fait peut-être 150 livres. OK? C'est parfaitement... Non, mais c'est parfaitement observable. Mais c'est peut-être juste On n'y moi de penserait l'avoir pas, pensé. Non, mais vraiment, quand même. Là. Alors, du moins, je vous dirais, écoutez, je suis excessivement content, Mlle de Masson. C'est un plaisir. C'est une analyse, mon Dieu, qui est autant biopharmacologique, finalement, que neuronale, que physiologique. Je ne sais que dire. Je suis impressionné, mon Dieu. J'adore ton doctorat. Voilà, merci Moi aussi. beaucoup. OK, alors du moins, ce qu'on va faire, nous autres, on va se revoir la semaine prochaine. On a d'autres types de sujets. Je vous dirais, il y a des choses que je n'ai pas nécessairement pris en note aujourd'hui parce que j'étais tellement emballé de faire ma capsule avec Audrey. Donc, du moins, puis je me Merci. suis dépêché. Ah, mais quand même. Je dis, moi, quand j'ai des invités, j'invite toujours les gens à venir parler de ce qu'ils font directement avec l'activité physique, la santé, etc. Bon, il y en a qui disent, bah, je n'irai pas au show. C'est bon, mais tu sais, quand même, Audrey, tantôt, elle me disait, ouais, c'est stressant un peu. Regardez comment elle fait bien. Ah, non, mais quand même, on est capable de se le dire. Hein? Je suis stressée. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être parce que vous êtes une femme et que vos questions sur le cancer du sein vous amènent à la démence et vos bonnets à la descente. Voilà, alors c'est tout pour cette semaine. Je suis excessivement content d'avoir été avec vous. Alors nous autres, on va se revoir la semaine prochaine. Mlle Le Masson, merci C'est un beaucoup de plaisir. votre professionnalisme. J'ai À vraiment demain. bien apprécié. Ouais, on se voit demain Bah ouais. pour le training parce qu'Audrey s'entraîne dans ma salle avec son chum Jess. Alors à partir de là, nous autres, on va se revoir la semaine prochaine au show du pro.